Après avoir mis les hommes de plâtre en position douche froide, me revoilà pour aborder un sujet picota, nos rages de mon pliage. L'Instagrammeuse beauté Valek s'est mise à inviter sa communauté à acheter un produit de merde sur Amazon vendu par un groupe chinois à 20 fois plus cher que sur AliExpress, en touchant une commission sur les ventes. Quand de sérieux détectives comme moi ont dénoncé cette pratique loin du patriotisme prôné par Valek, il nous a fait une chalençon. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Sauf que j'ai remarqué que son lien contenait le tag égal Valek 08-21 lui permettant de toucher une commission sur chaque vente. Je sais pas vous mais moi je ne monétise pas un partage de liens si c'est pour troller. Valek a donc dû avouer la supercherie en la minimisant, m'insultant et me menaçant de dévoiler mon identité. Là, le cas échéant, pour une plieuse que j'ai trouvée sur Amazon, j'ai posté ça en story. Oui, tu fais des placements de produits, t'essaies d'arnaquer ta communauté, t'es un américanoïde. Mais fils de pute. Mais c'est quoi ces mecs? J'ai l'impression que c'est le congrès national des stakhanovistes séropositifs. Je suis actuellement en train de collectionner les profils de ces gens-là. On va leur apprendre qu'ils ne sont pas si anonymes que ça. Et puis voilà. Hein? Au grand Valek au plus tu peux pas dire ça, il a bien le droit de gagner un peu d'argent. Au grand bâtard, il a le même business plan que ma K-Cup et il veut donner des leçons à quelqu'un qui travaille et qui a les diplômes qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas passé ses études à jouer à Dofus et à se branler dans des chaussettes. Valek, tu veux savoir qui je suis? Je vais montrer qui tu es. Nos rages de mon dévoilage. Alors me revoilà assez vite parce que Valek a cru bon de m'insulter et de menacer de dévoiler mon identité. Donc je vais devoir vous parler un petit peu de lui. Bien entendu, je vais pas parler d'individu, moi ça m'intéresse pas forcément, je vais pas m'abaisser à son niveau, mais je vais parler du rôle qu'il joue et du phénomène dans lequel il s'insère. Alors ce phénomène, vous le connaissez, c'est celui dans lequel on va trouver d'autres youtubeurs comme Papacito, le Raptor, Bruno Le Salé, des gens comme ça. Et je pense que... Tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Et je pense que pour l'analyser, il y a deux erreurs à ne pas faire. La première erreur, c'est de l'analyser comme certains journaux veulent le faire ou comme certains gauchistes vont le faire, en partant du principe que c'est des méchants, que c'est la fachosphère, et donc en sortant quelques phrases, des fois de leur contexte, quelques blagues qui sont dites sur le ton d'humour, et en faisant tout un plat, en les faisant passer pour les rois des nazis. Ça sert à rien de faire ça parce que déjà ça convainc les convaincus, et puis en plus c'est absolument pas neutre, absolument pas objectif. Mais la deuxième erreur pour moi, c'est de considérer qu'ils sont neutres, et que, de fait, ce qu'ils disent n'a pas d'intérêt, que c'est de l'humour, et qu'on ne peut rien analyser de leur discours. Je pense que c'est faux parce que quand il y a une certaine répétition dans un propos, quand on le voit sur des plateformes plus sérieuses, sur des tweets, sur des stories Insta, sur certaines interviews, une véritable pensée politique peut prendre forme, d'autant qu'on se rend compte que plus le temps avance, plus certains d'entre eux avouent avoir un rôle politique à jouer, un rôle politique conscient. Ce qu'il est important de pérenniser, de fabriquer, ce sont des comptes mainstream qui viennent chercher les gens. Il faut des rabatteurs. On transite par Papacito et on finit chez Julien Rochdy à se fabriquer une pensée européiste nietzschéenne. Ce qui m'amène au deuxième point, nos rôles en tant que youtubeurs sont avant tout des rôles de rabatteurs qui permettent d'orienter un maximum de jeunes gens, dépolitisés ou déçus par leur camp vers une autre voie pour faire obstacle à la doxa dominante. Cette vision politique, c'est quoi? C'est d'abord le rejet de ce qu'on appelle les social justice warriors ou du gauchisme, et donc ils vont mettre en avant des valeurs plus traditionnelles face à ça. Disons qu'ils sont conservateurs sur ce plan-là. Mais il ne faut pas que s'opposer aux social justice warriors, parce que sinon, je serais plutôt avec eux, moi aussi je m'oppose aux social justice warriors. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent en cause le communisme, ce qu'ils appellent des fois le communisme mental, des fois le marxisme culturel, qui serait aussi la cause de la dégénérescence de la France. En fait, il s'agit de dire que l'État nous force à plein de choses, à payer des impôts, nous force aussi à respecter le couvre-feu, alors que l'individu ne le veut pas forcément. Donc, pour eux, c'est plutôt le signe d'un communisme. Évidemment, le souci, c'est qu'en fait, la prison soviétique française n'étant pas encore totalement mise au point, il existe ce qu'on appelle les autres pays, qui eux ne sont pas encore tout à fait à ce niveau d'autisme mental. Tu rajoutes aussi ce communisme mental ambiant qui règne. Bon les gars, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez rendre ce pays communiste, bordel? Et face à ça, ils préféreraient que l'individu soit libre de s'autodéterminer, et ça, c'est plutôt une vision libérale des choses. Leur diagnostic, c'est donc que la France et l'Europe en général est en train de vivre une certaine décadence à cause du gauchisme, à cause des social justice warriors, et aussi à cause du communisme. Et face à ça, ils vont opter pour un remède qui sera plutôt une sorte de libéralisme conservateur. Et on comprend donc pourquoi Papacito renvoyait vers Julien Rochdy, qui est un libéral conservateur assumé. Ce diagnostic et ce remède vont, chez certains d'entre eux, jusqu'à légitimer de la violence. Au-delà des différentes évocations d'une possible guerre civile par Papacito qu'on pourrait prendre sur le ton de l'humour, j'ai envie de prendre un exemple concret. Et comme Valek a décidé de m'insulter, prenons l'exemple de Valek. Il y a peu de temps, Valek a posté un tweet qu'il a fini par supprimer vu l'indignation des gens,
où il s'enjouait que des catholiques, notamment un sosie de Sofiane, défoncent des jeunes Jean-Kévin de 15 ans qui fumaient dans une église. Je vous mets les copies de page écran. Tu l'as marqué sur j'ai les copies de page écran que tu allais me casser les jambes et donc je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. On s'excuse pour les actes à l'église. Ah, c'est bon, Alors, ce qui me gêne ici, c'est pas forcément la violence. Il y en a partout de la violence. Mais ce qu'il faut se demander quand il y a de la violence, c'est est-ce que cette violence est légitime? Parce que là, on est vraiment dans un cas de violence pour blasphème. Et moi, j'aimerais bien savoir si il se passait la même chose dans une mosquée où des musulmans défonçaient des mecs de 14 ans parce qu'ils ont fumé dans la mosquée, est-ce que Valek applaudirait autant? D'autant qu'il a supprimé pour ne pas salir son image auprès du public, mais il a quand même dit qu'il était d'accord avec ce tweet et que pour lui, il ne voyait pas de problème à ça, étant donné que l'État n'intervenait pas, il fallait intervenir nous-mêmes. Bref, en résumé, on se retrouve avec des gens qui font un diagnostic, donc que la France périclite à cause de gauchistes et à cause du communisme, et que face à ça, il faut prôner un libéralisme conservateur et se servir de certains moyens, par exemple la défense du patrimoine, la mise en avant du sport et parfois même la violence. Pour savoir s'ils sont dans le vrai, on doit donc s'interroger sur ce couple social justice warrior communisme et voir si leur diagnostic est bon, parce que tout part de leur diagnostic. Or, si je suis plutôt d'accord pour dire avec eux que les social justice warriors et les gauchistes manquent de rationalité, qu'ils inventent des fois des concepts bidons, qu'ils vont réduire tout le monde à des fachos quand ils sont pas d'accord avec eux, qui vont utiliser des sales méthodes. Je suis actuellement en train de collectionner les profils de ces gens-là. J'ai plus de mal avec l'idée qu'il faudrait libéraliser la France car trop communiste. Parce que, au fond, le libéralisme, c'est quoi? Le libéralisme, c'est une doctrine philosophique qui considère à placer la liberté comme valeur suprême. C'est-à-dire qu'on refuse de soumettre l'individu à des notions du bien, à la religion, à toute chose qui n'émènerait pas de lui-même. On met ainsi en avant les libertés individuelles, tant sur le plan des mœurs, chacun a le droit de choisir sa religion par exemple, ou sur le plan économique, avec la liberté d'avoir une propriété privée et la liberté de faire ce qu'on veut de sa force de travail. Sur le plan des mœurs, on va donc dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut sans interdit arbitraire, tant que ça ne gêne personne. C'est la fameuse définition libérale de la liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, on a raison de le dire. Et on comprend qu'après 2 siècles de guerre de religion, entre protestants et catholiques, cette doctrine soit salvatrice pour l'Europe, parce que on dit que chacun peut faire ce qu'il veut dans le privé, on peut être protestant ou catholique, et comme ça, les gens arrêtent de s'entretuer. Par contre, le défaut que ça a, c'est que la communauté qui était soudée autour d'une seule religion, ou autour de mœurs communes, va pouvoir s'atomiser parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Si on ne veut pas aller à la messe le dimanche, si on ne veut pas manger à la même heure que tout le monde, on peut le faire. Et là se pose la question, qu'est-ce qu'il reste pour mettre en commun les hommes? Mais bien, ce qu'il reste pour mettre en commun les hommes, qu'ils soient protestants, musulmans, juifs, catholiques, eh bien, c'est la nécessité d'avoir des interactions économiques, par exemple pour manger, que tous les hommes ont. Et donc, c'est le marché qui met en commun les hommes. C'est la célèbre phrase de Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. À la place des anciens systèmes de convivialité, c'est maintenant le marché qui va regrouper tous les hommes. On arrive maintenant sur le deuxième plan dont on avait parlé, le plan économique du libéralisme. Le libéralisme va considérer que chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa propriété privée, ce qu'il veut de sa force de travail, et que l'État n'a pas à intervenir dans les relations économiques des gens. Tant que les gens s'accordent sur un contrat et que c'est consenti, l'État n'a pas à intervenir. On comprend pourquoi Max Weber va dire que le libéralisme, c'est une éthique du capitalisme. En fait, grâce au libéralisme, on peut se passer de la vie de l'Église dans le domaine économique. Par exemple, l'Église était opposée au prêt intérêt, maintenant on peut en faire. Et on peut aussi se passer de la vie de l'État si un homme finit par dominer les autres économiquement. Alors là, vous devriez me dire, bah justement, Valek et toute sa clique, c'est ça qu'il critique, c'est le fait que l'État intervienne trop dans la vie des individus. Et donc, la France n'est pas assez libérale. Eh bien, le problème, c'est que ceci est vrai si on se base sur une définition abstraite du libéralisme, comme on vient de le faire. Oui, la France d'aujourd'hui ne correspond pas au libéralisme tel qu'on l'a décrit, c'est-à-dire le libéralisme philosophique originel. Car en effet, au moment où le capitalisme s'installe au XIXe siècle, la société tend à être à peu près libérale comme on l'a défini, en mettant en avant la liberté d'entreprendre de l'individu. Cependant, quand on réfléchit dans le temps, la dynamique même du capitalisme, c'est que certaines entreprises vont dominer d'autres, vont finir par pouvoir les racheter, certaines petites entreprises vont faire faillite, et donc on va avoir des grandes entreprises, puis on va avoir des monopoles capitalistes, des énormes entreprises ou des énormes associations d'entreprises. C'est ce qu'on voit actuellement avec les fusions-acquisitions et les gros groupes. On parle du boom des fusions-acquisitions. Il faut dire que tous les ingrédients sont là pour que ça continue. D'ailleurs, grâce à vous, on connaît les chiffres désormais. 18% de hausse des volumes de transactions, 94% en valeur, x2.
Qu'est-ce qui fait que le secteur des fusions-acquisitions, en pleine crise sanitaire et économique, se porte si bien? Or, en gagnant une grande taille dans l'économie, ces monopoles vont finir par être relativement indépendants de l'État, ils vont gagner un pouvoir politique et même pouvoir influer sur l'État, ce sont alors des lobbies. On se retrouve avec un État aux mains de lobbies capitalistes qui vont pouvoir faire de la concurrence déloyale aux petites entreprises, qui déjà ne bénéficient pas d'une économie d'échelle comme peuvent en bénéficier les grandes entreprises, mais qui en plus payent leurs impôts plein pot quand les grandes entreprises arrivent à se débrouiller pour en payer moins. C'est l'exemple du petit libraire qui met la clé sous la porte parce qu'il ne peut concurrencer Amazon. Là, le cas échéant, pour une plieuse que j'ai trouvée sur Amazon. Ainsi, c'est par la dynamique même du capitalisme que le libéralisme originel va devoir changer de forme. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, la logique même du capitalisme et du libéralisme originel aboutit à une société où la liberté d'entreprendre des petits, des individus normaux, est niée par le pouvoir acquis par des grands lobbies qui biaisent le jeu pour s'avantager. Et ça correspond bien à la situation de la France actuelle. Valek et ses copains ont raison de dire que l'État français a des pouvoirs, demande des impôts, donne des subventions parfois à des idéologies que les individus ne choisissent pas, mais par contre ils ont tout à fait tort d'en déduire que c'est un État communiste. Car certes l'État est fort, mais dans une société communiste, l'État sert les travailleurs, sert la majorité. Le but de l'État, ça va être de planifier l'économie, de collectiviser les grands moyens de production, par exemple Amazon, et de produire ce dont la population a besoin. Or actuellement, on va difficilement dire que c'est des assemblées de gilets jaunes ou des assemblées d'ouvriers qui ont le pouvoir en France. Le pouvoir en France, c'est le pouvoir de quelques lobbies. Par exemple, il y a 9 milliardaires qui possèdent la majorité des grands médias. Ainsi, ils vont contrôler l'opinion publique et la politique du pays. La France, c'est 40 ans de privatisation du service public et du patrimoine public au profit du privé, même quand il rapporte de l'argent. Par exemple, l'aéroport de Paris récemment. C'est la chute de l'emploi public dans l'emploi salarié de 10% à 3% en moins de 30 ans, et j'en passe. Alors, on peut dire que ces privatisations sont bien ou sont mal, ça c'est une autre question, mais la dynamique actuelle va plutôt dans le sens du capitalisme et du libéralisme que dans le sens du communisme. L'État français actuel étant fort, mais étant au service du capitalisme. On vient de montrer que l'affirmation comme quoi les problèmes actuels de la France étaient dus au gauchisme, au social justice warrior, mais aussi au communisme, n'était pas basée sur une analyse de la réalité. Comme dirait un grand philosophe, les gens préfèrent les fantasmes à la réalité. Mais on a abouti à quelque chose d'intéressant qui est un nouveau couple, celui des social justice warriors et du capitalisme. On va donc l'analyser et je vais faire appel à un ami qui s'appelle Michel Plouscar pour nous aider à comprendre tout ça. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Michel Plouscar c'est un penseur français de la fin du XXe siècle qui passe la majorité de son œuvre à analyser l'évolution de la société française, tant sur le plan des mœurs que sur le plan économique. Alors comme je sais que nos amis sont attachés à l'argument du physique des idées, on va déjà présenter un petit peu le bonhomme pour voir si on peut lui faire confiance ou non. Alors Michel Plouscar, c'est un auteur qui a commencé sa carrière dans le sport. Il a été présélectionné au JO de 1948 sur 200 mètres. Donc c'est plutôt un sportif qui s'est ensuite orienté vers la philosophie et la sociologie. Et puis c'est quelqu'un qui vient du Tarn, qui est un peu à l'ancienne, qui ne doit pas boire trop d'eau, je pense, à table, et qui, quand il s'énerve, finit par parler patois. Donc Michel Plouscar, c'est un peu un mélange entre Gaston Bachelard pour le côté philosophe campagnard, Juste Fontaine pour le côté sportif à l'ancienne, et puis Hervé l'homme Cronenbourg pour le côté purification par l'agneau. Tu vas devoir aller à l'hôpital. Non mais... Et qu'est-ce qu'il nous apporte ce Michel Plouscar? Eh bien il nous dit que la vieille vision du capitaliste, comme quelqu'un d'économe, quelqu'un qui est dans la rigueur, un petit peu une sorte de François Fillon si vous voulez, eh bien c'est une version du capitalisme qui ne correspond pas au capitalisme moderne. Il nous explique dans le Capitalisme de la séduction, son ouvrage le plus connu, que le capitalisme moderne a viré à gauche au niveau politico-culturel et a viré à droite au niveau économico-social. Pour lui, le capitalisme moderne, c'est l'alliance du libéral sur le plan économique et du libertaire sur le plan des mœurs. La finance et la jouissance contre la vieille France traditionnelle, Pompidou et Cohn-Bendit contre De Gaulle. Car selon lui, l'image qu'on a du capitaliste comme quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui aime le mérite et la petite épargne et des choses comme ça nous vient justement du 19e siècle, au moment où le capitalisme correspondait à peu près au libéralisme économique comme on l'a décrit. C'est le cliché de la famille bourgeoise avec le père entrepreneur qui se tue à la tâche, et la famille qui ne dilapide pas tout l'argent que le père a gagné. Il fallait ne pas trop dépenser pour pouvoir avoir des économies. D'autant qu'à ce moment-là du développement industriel, on ne produisait pas en surabondance et on produisait des choses plutôt usuelles. Avant de produire l'agréable, il a fallu produire l'utile. Avant d'assouvir nos désirs, il a fallu assouvir nos besoins. Mais Plouscar nous dit qu'avec le développement de la production à la chaîne au XXe siècle, la donne change, on commence à produire en surabondance,
Et on commence à pouvoir produire au-delà de l'utile, c'est-à-dire l'agréable. Pour que le capitalisme continue à prospérer, il va donc falloir que l'on consomme ce que l'on a produit. Il faut que chaque marchandise trouve un consommateur. Et donc l'ancienne morale de rigueur qui voulait qu'on ne consomme pas trop devient un frein au capitalisme. Ce que j'ai appelé la production de l'agréable, c'est la production des marchés du divertissement, du plaisir, de la mode, du jeu. Et tout ça, ça va être réuni pour Kluskar sous le nom de grand marché du désir. Désir par opposition au besoin. On n'a pas besoin de produire des jeux, par exemple. C'est pas vraiment un besoin, alors qu'une table, on va dire que ça sert plus. Le développement du marché du désir, ça va être le moment du plan Marshall où on commence à nous faire miroiter un mode de vie à l'américaine avec la production de gadgets, des chewing-gums, des flippers, des plieuses à vêtements, tout un tas de choses comme ça dont on n'avait pas le besoin auparavant. Et c'est là où la publicité va prendre une place très importante, car on n'a pas besoin d'harceler le consommateur pour lui montrer qu'il a besoin d'une table, alors que pour un chewing-gum, on a déjà besoin de lui montrer que ça existe et de produire chez lui un désir. Cette nouvelle consommation qui permet de juguler la surabondance de production du capitalisme va donc se baser sur le désir et va même devoir entretenir ce désir dans une sorte d'addiction au désir et au toujours plus. Et c'est là où les anciens interdits moraux vont rentrer en contradiction avec le capitalisme. Car si on veut, par exemple, vendre des choses en rapport avec le sexe, il ne faut pas que ce soit un tabou. Si Valek peut vous vendre à l'heure d'aujourd'hui une tondeuse à testicules, c'est parce que le sexe n'est plus un tabou. Tu casses les couilles avec tes placements de produits. Ça tombe bien parce que si tu veux protéger tes couilles, cette vidéo est sponsorisée par Manscaped, qui est une marque spécialisée dans le taillage de boules. C'est à ce moment-là où le libertaire, qui au 19e siècle était une sorte d'hurluberlu qu'on moquait, devient un allié objectif du capitalisme qu'on va mettre en avant. L'exemple parfait, c'est l'idéologie 68arde, avec le « il est interdit d'interdire » et la remise en cause des tabous sur le sexe, sur la drogue ou autre. Le libertaire vient ainsi briser les anciens interdits moraux. Tout ce qui était de l'ordre de l'interdit, construit sur des millénaires de tradition, va devenir accessible au marché. Cette libération des mœurs est une véritable libéralisation des mœurs, dans tous les sens du terme, à la fois dans le sens philosophique, comme on l'a décrit au début de la vidéo, l'individu devient le seul maître de sa vie, de sa sexualité, etc., et à la fois sur le plan économique, tout ce qui était sacré est maintenant ouvert au marché. Pour Kluskar, après avoir conquis le corps de l'individu, le capitalisme est maintenant en train de conquérir son intimité même et son âme. Moi, je suis tout à fait pour la procréation médicalement assistée. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée. Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui. Oui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase Oui, que je vais rappeler. Je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Alors, même les féministes ont été très choqués, Oui, même les pro-mariage gay ont été très choqués. Mais ils ne m'ont pas compris, ni les féministes, ni les pro-mariage gay, ou certains n'ont pas voulu me comprendre. Qu'est-ce qu'on croit que j'ai voulu dire? Que le ventre des femmes était à louer? Que c'est ce qu'il fallait faire? C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire précisément le contraire, à savoir que les femmes étaient maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin, et qu'on ne pouvait pas les empêcher de porter un enfant pour autrui si elles le voulaient. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que, oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Ça, c'est l'exemple parfait du rapport entre libéralisation des mœurs et ouverture de nouveaux marchés. Pierre Berger prétend que laisser le choix aux femmes de pouvoir enfanter ou non pour autrui rend plus libre. Et naïvement, on pourrait être d'accord avec lui, car cela permet un nouveau choix aux femmes. Seulement, cette vision de la liberté comme émanant d'un individu en dehors de toute nécessité est totalement abstraite. Dans la réalité, nombre de nécessités, notamment économiques, rentrent en jeu. Personne ou presque ne va porter un enfant pour autrui par pur choix ou pour être gentil. En réalité, c'est la pression économique qui poussera des femmes à le faire et à aller précisément à l'encontre de ce qu'elles avaient envie de faire de leur corps, et cela ne profitera qu'à une minorité qui pourra se le payer au détriment des plus pauvres. En suivant le raisonnement de Pierre Berger, on pourrait dire qu'il faut que les gens puissent ou non choisir de vendre un rein, car c'est une liberté en plus pour l'individu et qu'aucune valeur suprême, ne serait-ce qu'une prétendue dignité humaine, ne devrait aller à l'encontre du choix de l'individu. De plus, cette idéologie fait aussi l'erreur d'interpréter les choses comme si l'individu était indépendant de la société, comme si les choix individuels n'influaient pas eux-mêmes sur tous. On pourrait prendre ici l'exemple de la suppression du SMIC. Un libéral vous dira qu'il faut supprimer le SMIC, car le SMIC empêche d'employer les gens en dessous du SMIC. Or, si un individu veut travailler en dessous du SMIC, c'est son choix, il doit pouvoir être libre de le faire sans que l'État l'en empêche. Sauf que déjà, si quelqu'un accepte de travailler en dessous du SMIC, c'est évidemment par nécessité économique, pas par pur choix libre. Mais surtout, en ouvrant le marché à des travailleurs en dessous du SMIC, on crée une concurrence aux gens au SMIC, et les employeurs n'engageront plus que des gens en dessous du SMIC pour certains emplois. Si bien que le choix d'un seul individu de travailler sous le SMIC devient la nouvelle norme de toute la société qui vient contraindre la majorité des individus. On fait donc miroiter le choix libre de l'individu pour au final contraindre le plus grand nombre au profit de quelques personnes qui, comme Pierre Berger, ont l'argent pour échapper à ces contraintes, et même pour en profiter en employant moins cher ou en ayant la possibilité de se payer des mères porteuses. On voit bien que libéralisme des mœurs, libéralisme économique et domination capitaliste forment un système cohérent. Le libéralisme avantage toujours celui qui n'a pas à se soucier des nécessités économiques, et ce de manière pernicieuse en instaurant des nouvelles contraintes au nom de la liberté individuelle.
Là où Valek et ses amis nous proposaient une critique des social justice warriors et du gauchisme en rapport avec le communisme, je trouve ça donc plus cohérent de le faire en rapport avec le capitalisme. D'autant que le gauchisme et les social justice warriors qui mettent en avant l'individu et le capitalisme sont au final liés par le libéralisme. C'est parce que la collectivité n'a pas à mettre son nez dans l'économie et donc n'a pas à empêcher la formation de monopoles privés qui vont ensuite soumettre l'État que le système économico-social est devenu ce qu'il est. Et c'est pareil au niveau de l'individu, c'est parce qu'on ne peut imposer aucune norme à l'individu que l'individu peut faire les caprices qu'il veut quand bien même ça mettrait à mal la communauté humaine. Le problème de Valek et ses copains, c'est qu'ils fantasment un stade du capitalisme où le libéralisme économique s'alliait à une sorte de rigueur, à une morale du mérite, alors même que c'est ce stade du capitalisme et du libéralisme qui nous mène maintenant à un libéralisme déchaîné, un libéralisme libertaire comme dirait Kluskar. Donc à la fois leur mauvais diagnostic les empêche de comprendre pourquoi la France va mal, mais en plus ça les fait adhérer à une idéologie qui est tout à fait contradictoire. C'est-à-dire qu'ils sont libéraux sur le plan économique, donc ils disent qu'il ne faut pas interférer avec les choix de l'individu, mais par contre sur le plan des mœurs, ils sont anti-libéraux, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'il y ait des valeurs traditionnelles qui empêchent les choix de l'individu. En fait, leur problème, c'est qu'ils se sont opposés simplement au monde actuel sans en faire l'analyse réelle. C'est-à-dire qu'ils voient des social justice warriors avec des t-shirts Che Guevara qui se disent communistes, et ils en déduisent le problème, c'est les social justice warriors et le communisme. Et donc, ils prônent un libéralisme conservateur en conséquence. Le problème là-dedans, c'est que quand on fait ça, on ne fait que s'opposer. On n'adhère pas à la tradition par connaissance de la tradition, par amour pour l'histoire de France, mais on adhère à la tradition et on se met à aimer l'histoire de France simplement par rejet de la modernité. L'exemple parfait de tout ça, c'est la plus grosse influenceuse d'extrême droite sur TikTok. Enfin, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Après, j'ai été baptisée. Enfin, je suis de confession chrétienne, on va dire, parce que ma famille... C'est-à-dire, t'es protestante plutôt? Non, je suis pas protestante, je suis chrétienne. Enfin, comme en Espagne, ils le sont, ou en France depuis... Il y a des catholiques aussi, non, mais moi, je suis chrétienne. Il y a les christianisme. Mais catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique chrétienne, oui, alors, excuse-moi. Mais moi, déjà, je ne crois pas je ne crois pas en un Dieu. Ça, c'est personnel, ça me regarde qu'à moi. En fait, en voulant rejeter à tout prix les social justice warriors, ils se retrouvent à se former un camp opposé tout autant irrationnel, basé sur une idéologie qui est paradoxale, sur des concepts bidons, par exemple le communisme mental ou le marxisme culturel, qui pourraient expliquer ce qui se passe dans la société alors qu'on a vu qu'en fait ça ne tenait pas. Et en plus de ça, quelqu'un comme Valek va faire comme les social justice warriors, c'est-à-dire qu'il va légitimer par ses concepts bidons et par sa conception irrationnelle des choses, des sales trucs, comme par exemple dévoiler mon identité, ou de la violence envers des ados pour un blasphème. En bref, ils deviennent ce qu'ils critiquaient, des genres de social justice warriors, mais de droite. Toute personne qui aurait pu commenter une publication féministe s'est vue retrouvée dans des fichiers avec leurs informations privées. Je suis actuellement en train de collectionner les profils de ces gens-là. En plus de ça, comme ils s'opposent aux social justice warriors, ils vont toujours parler de sujets sociétaux parce qu'ils reprennent toujours les thématiques des social justice warriors pour les critiquer. Donc ils vont jamais parler de social et ils vont juste faire l'inverse des social justice warriors. Au contraire de ce qu'ils font, c'est par l'analyse concrète de la société qu'on peut tirer des conclusions sur le futur. Et c'est justement ce que Michel Kluskar a fait à partir de son concept de libéralisme libertaire. Kluskar nous montre donc les méfaits de cette idéologie. Premièrement, elle fait passer des rebelles qui servent objectivement le pouvoir en place et le capitalisme pour des révolutionnaires. C'est ce qu'il appelle la subversion subventionnée. À l'heure actuelle, c'est encore pire, je pense, qu'à son époque. On voit bien qu'il y a plein de médias, qu'il y a plein de pseudo-rebelles qui sont subventionnés ou qui sont mis en avant par le gouvernement, et ce, au détriment du travailleur qui demanderait à être un petit peu moins exploité. Il montre que comme ces rebelles sont dans un logiciel libéral, ils vont mettre en avant des combats plutôt individuels, et ces combats individuels, par exemple le combat pour le droit des femmes, pour le droit des homosexuels, pour le droit des noirs, vont scinder la lutte des classes en plusieurs combats, et ces combats vont en quelque sorte masquer la lutte des classes et empêcher la lutte des classes de se faire, parce que les travailleurs ne vont plus être regroupés pour faire bloc en tant que travailleurs, mais le travailleur noir va pouvoir pointer du doigt le travailleur blanc, alors que les deux au final se font exploiter, la femme va pointer du doigt l'homme, et ça on le retrouve particulièrement actuellement, vous ne me direz pas le contraire. Là-dessus je veux être clair, c'est bien sûr pas la lutte contre le racisme ou la lutte féministe en elle-même que Kluskar dénonce. Le problème, c'est la manière avec laquelle l'idéologie libérale libertaire les conçoit en renvoyant l'individu à son identité sexuelle, raciale ou de genre, où chacun devrait lutter pour ses propres caractéristiques identitaires individuelles sans faire l'analyse plus large de ce qui dirige la société et la vie de tous.
Un marxiste comme Kluskar comprend que c'est en dernière instance pour des intérêts économiques que l'on fait la guerre, ou que l'on oriente les politiques, et donc que c'est la lutte des classes qui peut permettre de prendre le pouvoir et aboutir à de grandes avancées à la fois sociales mais aussi sociétales. À l'opposé de tout cela, ce que prône la gauche libérale libertaire aboutit à l'atomisation de la lutte des classes au profit de luttes identitaires qui vont parfois rentrer en contradiction entre elles. Par exemple, l'ouvrier blanc est vu comme à la fois oppressé économiquement et oppresseur racialement. On devrait donc parfois lutter avec, parfois lutter contre, ce qui aboutit à un éclatement du prolétariat et à des tensions internes. Kluskar dénonce ainsi cette idéologie qui permet d'annihiler tout potentiel révolutionnaire du prolétariat. Kluskar ira jusqu'à dire que le capitalisme portera la guerre civile chez les pauvres. Cette subversion subventionnée, elle prend l'aspect du cool, elle prend l'aspect de l'avant-garde. C'est l'exemple de l'étudiant financé par le PS avec un t-shirt Che Guevara qui se dit communiste et qui fait passer le travailleur, l'ouvrier, le gilet jaune pour un vieux plouc ringard, réac et presque facho. Quand on prend par exemple mai 68, il y a à la fois un mouvement social qui est le plus grand mouvement de grève que la France ait connu avec 9 millions de grévistes, et à la fois le mai 68 étudiant. Aujourd'hui, on n'entend plus parler que du mai 68 étudiant, alors qu'au niveau du nombre, c'était beaucoup plus petit que le mai 68 ouvrier. D'autant que, comme l'avait prévu Kluskar, ces étudiants rebelles ont par la suite pu même intégrer le système, et on voit la connivence qu'il y a entre ces étudiants rebelles et le système, quand on voit par exemple quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, qui a fini par totalement intégrer le système, et qui a même déclaré en 1998 être un libéral libertaire, donnant alors raison à Kluskar 25 ans après son analyse. Deuxièmement, Kluskar montre que ce néo-capitalisme est permissif pour le consommateur mais répressif pour le producteur. C'est-à-dire que la mise en place des marchés du désir se font au détriment de la plupart de la population qui n'y a que très peu accès et qui vit dans une frustration constante car on lui fait miroiter ce désir toute la journée et qu'il n'y a pas accès. On aboutit selon Kluskar à une société où tout est permis mais rien n'est possible. C'est-à-dire une société où la liberté est réduite au droit d'assouvir son petit fantasme, de faire tout et n'importe quoi, mais où on reste pour autant exploité et au fond très peu libre. On a 2 enfants, un SMIC, un crédit sur le dos, mais on nous dit qu'on est libre car on a le droit de fumer un petit joint le soir et de se sentir Bob Marley. Dernièrement, Kluskar dit que le libéralisme libertaire, qui avait servi à ouvrir des marchés du désir pour éviter la crise de surproduction du capitalisme, ne va pouvoir éviter la crise qu'un temps. Il écrit dans le capitalisme de la séduction « La crise va révéler la nature profonde de ce système, l'austérité. La répression économique sur les travailleurs, essentiellement la classe ouvrière, a comme corollaire non seulement le maintien, mais l'expansion de la consommation libertaire social-démocrate. À mesure que l'austérité s'aggrave, le chiffre d'affaires de l'industrie du loisir, du tourisme et du plaisir augmente. Les deux semblent en raison inverse. La jouissance libertaire social-démocrate a comme condition le productivisme, l'inflation, le chômage. Le marché du désir devient énorme, mais finit par saturer. La crise devient alors inéluctable. La colère des travailleurs qui sont de plus en plus frustrés et paupérisés commence alors à gronder. La bourgeoisie, qui accueillait plutôt d'un bon œil les manifestations libertaires, voire les subventionner, commence alors à changer de stratégie pour ne pas perdre le pouvoir. C'est l'entrée dans ce que Kluskar nomme le néofascisme, conséquence inéluctable du libéralisme libertaire. Il montre ainsi dès 1979, soit seulement quelques années après mai 68, qu'in fine, la volonté du travailleur de ne plus être soumis à cette mascarade montrera la face cachée du libéralisme libertaire qui deviendra autoritaire. Kluskar écrit « Cette mutinerie du sujet qui tente d'échapper à la valeur d'échange, de marchandises que le néo-capitalisme a pu conférer aux personnes, qui revendique même le statut de la personne politique, qui revendiquerait même la réappropriation de sa production, cette mutinerie, donc, doit être sauvagement matée. Alors le libertin se fait grand seigneur méchant homme. Alors la Merteuil jette le masque. Alors Don Juan tue.